Bonjour et merci pour vos présentations. Ma question s'adresse à Monsieur Toudi. Pourriez-vous nous faire nous donner votre analyse de ce qu'est la menace islamiste au sein de l'Arabie Saoudite, sa typologie et quels risques et quels objectifs ont chaque mouvement au sein du mouvement islamiste en général intérieur à l'Arabie Saoudite? Merci pour votre question. Oui, pardon. Alors donc en réponse à votre question, je peux vous dire que en fait, la menace islamiste elle est en présence en Arabie Saoudite depuis un laps de temps. Que donc cette menace elle est également entretenue par des groupes des groupuscules étrangers donc à l'Arabie Saoudite qui ne partagent pas donc la politique ou la vision à la fois de l'islam mais également le positionnement de l'Arabie Saoudite effectivement sur la scène internationale. Vous faire ici un exposé sur les groupes islamistes en Arabie Saoudite serait bien évidemment très, très difficile de par le temps effectivement qui nous fait défaut. Mais je puis vous dire que ces groupes sont à la fois enracinés qui tirent effectivement leur légitimité même de leur appartenance à l'Arabie Saoudite. L'exemple le plus connu, vous le connaissez, Ben Laden par exemple, qui est un fils avant tout effectivement du pays. Vous avez également là aussi de par cette politique très agressive aujourd'hui de l'Arabie Saoudite et sa volonté de dominer, de décrocher le leadership de la région, pas seulement d'ailleurs, mais elle s'est autoproclamée comme étant le pays défenseur de l'islam sunnite et des sunnites arabes à travers le monde, y compris bien évidemment à l'étranger. L'Arabie Saoudite a de ce point de vue a laissé faire quelques groupes effectivement qui partagent la vision wahhabisante effectivement de l'islam et ces groupes aujourd'hui, en tous les cas on a l'expérience avec Al-Qaïda, se sont retournés contre l'Arabie Saoudite comme pourrait être demain l'État islamique qui bénéficie, vous le savez, directement ou indirectement de l'aide pas simplement diplomatique et politique mais également financière. Seulement maintenant, l'Arabie Saoudite est en train de changer justement de positionnement, il n'est jamais trop tard pour bien faire, considérant qu'effectivement ce danger aujourd'hui la guette directement et qu'elle n'est pas à l'abri effectivement d'un retour de manivelle. Merci. Et s'il vous plaît, ce serait une question pour Safa. Est-ce que vous ne pensez pas que la modernisation et l'évolution urbanistique justement de la Mecque, de Médine, est-ce qu'elle ne conduit pas à une sorte de défiguration des lieux saints? Il y a un ouvrage qui vient de sortir d'un anglo-pakistanais qui paraît-il fait fureur, où justement il décrit un peu toute cette défiguration des lieux saints de l'islam qui ne correspond absolument plus à ce que les musulmans attendent justement de ces lieux en termes d'humilité, en termes de recueillement, en termes de valeur de l'islam. Donc est-ce que cette évolution trop grande ne crée pas une espèce de... Alors, je vais vous répondre de terrain, parce que moi-même j'accompagne, donc j'organise et j'accompagne les pèlerins. Donc les pèlerins ils deviennent de plus en plus jeunes et de plus en plus de différentes catégories et de différentes catégories sociales. Et le fait d'avoir autant du parc hôtelier autour de Haram qui propose quand même des lieux confortables d'hébergement pour les pèlerins n'enlève à rien à la difficulté de pèlerinage. Et ça reste toujours un culte qui est assez éprouvant physiquement. Et en même temps, les cultes en soi, que ce soit le passage dans certains lieux, à certaines dates et certaines heures précises, se fait loin de tout ce monde confortable des hôtels et garde toujours la nature humble de l'adoration en soi. Et donc, en étant quelqu'un de terrain, je ne crois pas que ça enlève, pas du tout, ça dénature l'adoration et le culte en soi.
Je crois que c'est frappant un peu au début quand on arrive, c'est vrai. On ne s'y attend pas à trouver des si grosses buildings et aussi majestueux avec des centres commerciaux, etc. Mais par le temps qu'on passe là-bas, presque un mois, entre 3 semaines et un mois, on apprécie beaucoup ces accommodations qui sont quand même assez, qui proposent beaucoup de lieux confortables pour les pèlerins. Merci. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, puisque vous avez parlé sur le Mecque. Est-ce qu'au niveau de sécurité, les pèlerins, est-ce qu'ils ont bien la sécurité en Arabie Saoudite? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut oser à parler sur ce point-là. Par contre, je peux dire quelque chose de ce que j'ai vu également sur les terrains. Ce que je vois que sur les terrains, l'assemblement de autant de personnes dans les mêmes lieux, à la même heure, faisant la même chose, c'est une activité unique au monde. C'est un assemblée unique au monde. Et je vous assure que moi, je suis témoin vivant de ce que l'Arabie, les autorités arabes saoudites, qui proposent et essayent de faire au mieux pour la sécurité des pèlerins. Les accidents arrivent. Juste hier, donc aux Émirats, avec tout ce qu'ils ont comme moyen, donc avec une vitesse de vent, à une certaine vitesse de vent, ça a tout cassé, ça a tout détruit. Donc les accidents arrivent partout, et ça peut arriver en Arabie aussi, surtout dans des activités aussi majestueuses, aussi, où il y a un facteur humain qui est très important. Le nombre, c'est vraiment une activité unique au monde. Ça se trouve nulle part qu'on ait à plusieurs millions de personnes dans le même endroit qui faisant la même chose. Oui, merci beaucoup, mais c'est simplement que, puisque vous êtes expert dans ce domaine, c'est pour ça que je me permets de vous poser la question, puisque nous avons entendu dans les informations, il y a quelques mois, on a eu pas mal, presque des milliers de pèlerins qui ont été victimes. C'est pour ça que j'ai demandé, est-ce que ça c'est une responsabilité des organisations de pèlerinage ou bien c'est responsabilité de l'État? Vous parlez du bousculade et tout ce qui s'est passé l'année, lors de si la vous dernière avez des saison. informations, vous pouvez nous donner? Alors c'est loin d'être la responsabilité des organisateurs parce qu'on ne peut pas savoir en préalable ce qui arrivera s'il y a un agrue qui va tomber sur les têtes des gens ou pas, ou s'il y a des bousculades qui vont se faire ou pas. Par contre, on a quand même des consignes. Nous, en tant qu'organisateurs de pèlerinage, ici en France, et sous la direction de l'association CHF, qui a fait former les organisateurs et également les chefs de groupe qui accompagnent les pèlerins, on les a formés pour qu'on forme nos pèlerins à éviter ce type de rassemblement, à faire les mêmes choses au même temps. Et donc on a fait éviter quand même par la formation et l'information qui a été délivrée préalablement aux pèlerins avant leur départ d'ici, on les a fait éviter d'être présents au moment de bousculade. Et notamment d'autres organisateurs d'autres pays aussi. C'est peut-être pas le cas de tous les organisateurs, malheureusement, de toutes les destinations. Je crois que la responsabilité se repose d'une partie sur les responsables de l'information et la formation, que ce soit l'organisateur en soi, ou bien l'autorité religieuse de pays, parce que dans les pays musulmans, il y a le ministère de Habous ou le ministère de Awqaf qui s'en occupe de pèlerins. Si les responsabilités sont un peu partagées, donc ils sont pas sur un côté plus que l'autre. Et je reviens aussi que la responsabilité peut aussi revenir un peu sur le pèlerin. Ce qu'on n'a pas trop l'habitude d'avoir, c'est la mentalité de pèlerin. Le pèlerin, il part de chez lui faire son pèlerinage comme un acte où il revient à Dieu, avec un certain état spirituel. Donc, et d'ailleurs, dans certaines traditions et dans certains pays, on fait une fête d'adieu à ses proches et à ses amis avant le départ de pèlerinage, en s'attendant de ne pas revenir.
Donc les gens, ils sont un peu, les pèlerins, ils sont un peu enthousiastes par l'activité de pèlerinage et des fois ils sont poussés par leur enthousiasme et donc ils se mettent à aller se mettre un peu en danger. Et c'est une responsabilité au pèlerin lui-même. C'est pour ça que nous, ici, les organisateurs de pèlerinage, faisons très attention sur tout ce qui est formation et information préalable au départ. Merci. On a parlé des ordres et des contre-ordres donnés par les autorités saoudiennes pendant la bousculade des pèlerins à la Mecque. Donc, ça a été répandu partout et les autorités saoudiennes n'ont pas donné des explications très claires là-dedans. Alors, moi je rappelle encore que je suis qu'une simple organisatrice de pèlerinage. Donc je ne suis pas je ne fais pas partie, je ne représente pas l'autorité. Vous avez dit que les autorités font bien leur travail. Je suis témoin de ça, en effet, tous les ans. Donc je vais au pèlerinage tous les ans et je suis témoin de bienveillance, de toutes les nouveautés. Tous les ans, il y a encore des réglementations, il y a encore des services supplémentaires, il y a encore plus de personnel au service de pèlerins. Donc on voit tous les ans l'évolution de leur remise en question et amélioration de leur service et de tout ce qui est mis en place pour la sécurité des pèlerins. Très bien, merci. Madame, vous avez la parole. Si vous avez des micros au fond... Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Je vais essayer de parler très fort, m'entendez-vous? Oui. Alors je salue toute la salle et la tribune particulièrement. Monsieur Ali Ratsven, je vous remercie de m'inviter régulièrement. Madame, c'est à vous que je vais m'adresser. Vous avez parlé de tourisme, pour ainsi dire, religieux, pèlerinage. Ce que je ne sais pas, parce que je ne suis pas musulmane, c'est si les femmes participent au pèlerinage aussi, les femmes musulmanes. Bien sûr, participe. Et la preuve, je l'organise moi-même. Ah, très bien. Et est-ce qu'elles sont séparées des hommes ou bien est-ce qu'elles sont dans la même assemblée? Est-ce qu'elles sont séparées des hommes? Est-ce qu'elles sont séparées des hommes ou est-ce qu'elles sont dans la même assemblée? Alors, si on revient donc aux règles donc, de l'islam, il n'y a rien qui pousse à séparer les femmes des hommes ou les hommes des femmes. La preuve, c'est qu'autour de la Kaaba, qui est la maison de Dieu, et c'est là où il y a tout le culte de pèlerinage se fait, il y a une mixité de femmes-hommes sans aucun problème. Très court, s'il vous plaît. Ça a été seulement une tradition. C'est des traditions qui se sont répétées d'une année à une année pour faciliter la répartition des camps et des tentes et des chambres hôteliers, de séparer les femmes des hommes. Mais c'est qu'une simple tradition. Donc, ça ne fait pas partie de la religion. Maintenant, j'ai une toute petite question à vous poser. Il semblerait que l'Arabie Saoudite veut, dans les années prochaines, enfin dans l'avenir, s'ouvrir à un tourisme diversifié. Est-ce que les Occidentaux seront aussi encadrés et regroupés pour visiter l'Arabie Saoudite? Et d'autre part, est-ce que des distractions occidentales leur seront offertes? Parce que si c'est pour aller se promener, regarder des paysages et aller dans des centres commerciaux, c'est pas tellement motivant. Oui, c'est une question, mais je ne sais pas qui peut répondre, mais madame, vous êtes Posez ici, votre question, s'il vous plaît. Pardon? Posez votre question. Alors la question c'est, est-ce que suite aux incidents qui ont quand même été connus dans le monde entier, lorsqu'il y a eu ces morts lors des pèlerinages, est-ce qu'aujourd'hui, dans la communauté internationale, il n'y a pas... D'abord, est-ce que l'ambassade s'est prononcée? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres instances que religieuses qui peuvent aussi intervenir pour que face à un tel événement, ça ne se reproduise pas? Parce que là, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment répondu. Il semble que si c'est un État religieux qui est responsable, à un moment, il faut une instance au-delà du religieux, même pour protéger des religieux. C'est mon idée, c'est ma question. Et est-ce qu'il y a eu, suite à ces morts, qui ont fait encore une fois le tour du monde,
est-ce qu'il y a eu une position ferme de l'ambassade ou aussi d'instances extra-religieuses et internationales face à cet événement et à cette tragédie? Merci. Merci bien. Au fond de la salle, monsieur. Bonjour à tous. Moi, ma question est... Plus fort, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Moi, ma question elle est plus internationale. Elle est en lien avec la géopolitique américaine dans la région et dans la stabilité. Tout à l'heure, dans votre présentation, vous avez évoqué l'aspect de la formation. La deuxième séance, nous avons M. Garnel et va traiter sur la politique américaine en Arabie Saoudite. Merci bien. D'autres questions? Ma question c'était pour M. Troudi à propos de la politique de l'Arabie Saoudite au Yémen, s'il vous plaît, qu'on ne peut pas aborder. Aussi, nous avons M. Djelloul, bientôt il va traiter sur la politique saoudienne au Yémen et en Syrie. Alors, moi, je vais traiter, en fait, donc, tout à l'heure, M. Troudi a parlé justement de deux pays, donc de l'Irak en termes donc, de religieux, et a parlé également du Qatar en termes de puissance régionale. Donc, moi, il y a un autre pays, en fait, qui m'intéresse dans la sous-région, M. Troudi, c'est le sultanat d'Oman. Donc, lui, en fait, revêt donc, une particularité assez intéressante à étudier, donc, notamment par rapport à la dimension religieuse, parce qu'ils sont quand même assez proches en fait des chiites, mais également des sunnites. Donc j'aimerais avoir en fait votre avis là-dessus. Et également en termes en fait d'influence régionale. Donc on sait quand même que le sultanat d'Oman est un pays. Vous parliez de médiation tout à l'heure en parlant du Qatar. Vous disiez justement qu'il serait intéressant qu'ils reprennent leur place en fait en termes de médiation. Mais Oman, il me semble, est justement un pays qui est intervenu et a été un médiateur en fait important dans le cadre justement de la relation saoudienne et iranienne et en même temps c'est je pense sur le plan économique une pétromonarchie peut-être discrète mais qui serait intéressant d'étudier puisqu'ils sont au carrefour justement de tous ces pays-là. Voilà. Madame Hugo a une question à poser. Madame, la dernière. Il faut prendre le micro parce qu'au fond de ça, il faut parler formule par forme. Je voudrais savoir, en Arabie Saoudite, y a-t-il une organisation centralisée et spécifique qui s'occupe de la sécurité à l'occasion du pèlerinage? Très bien. Très court. Monsieur Troudi. 2 minutes. Même pas. Donc, vous voyez ici donc, de faire très court. Juste pour répondre donc, à la question qui m'a été posée sur le Yémen. Donc, Yémen, c'est quelqu'un qui intervient. Justement, c'est ce que j'allais donc dire clairement. Donc, quelqu'un d'autre traitera donc cette question donc à tout à l'heure. Pour revenir à la question donc de Madame donc en face de moi, oui effectivement, vous avez parfaitement raison de parler donc du sultanat d'Oman. J'avais un laps de temps assez limité, donc j'ai fait un focus exactement sur l'Irak. Donc, j'avais même le livre à un moment donné, mais je l'ai supprimé un peu dans mon intervention, car notre collègue donc, traitera cette question donc à tout à l'heure. Mais vous avez parfaitement raison de signaler l'importance justement d'Oman dans cette géopolitique justement du Moyen-Orient, et le sultanat d'Oman a effectivement, outre d'ailleurs sa capacité donc de médiation, elle joue également effectivement donc d'une certaine comment dirais-je une certaine autorité donc dans l'enceinte des États du CCG et quelque part aussi au sein du monde arabe. Donc c'est l'État qui plus ou moins aujourd'hui plus ou moins neutre, donc il n'y a pas visiblement donc, de politique très agressive dans le sens positif du terme, c'est-à-dire dans le sens donc, de vouloir dominer, donc, soit sur le plan professionnel ou sur le plan géopolitique. Merci. Quelques mots aussi, Madame Sakari. Donc au niveau du tourisme, donc j'ai entendu, comme tout le monde a entendu, que l'Arabie Saoudite souhaite s'ouvrir pour une forme de tourisme différent, plus diversifié. Je ne sais pas sous quelle forme, mais je ferai un grand plaisir d'organiser des packages touristiques pour l'Arabie que je connais bien et qui est un pays magnifique et des paysages qui sont superbes à voir, et d'accompagner les groupes aussi. Alors, je ne sais pas s'il va y avoir des opéras et des chants, mais si c'est le cas, bah, je vous tiendrai au courant certainement. Au niveau de la sécurité, donc, quand je parlais de responsabilité, je trouve que la responsabilité numéro 1 se pose sur le pèlerin lui-même, parce que le pèlerin lui-même, en faisant le voyage de sa vie, qui lui coûte tant et qu'il a autant attendu, il est censé de chercher l'information, et que ce n'est pas du tout difficile à faire de nos jours. Et
En deuxième plan, ça vient sur l'organisateur ou les organismes qui organisent le pèlerinage et donc qui sont censés de former le pèlerin. Et après, je sais très bien que là-bas, sur place, il y a... Je parle rien que de cas de Français. L'ambassadeur et le consul de Français lui-même fait des tournées dans les camps, dans les tentes, et veille sur la sécurité et d'ailleurs il veille sur même le confort des pèlerins français là-bas sur place. Et c'est autorisé, rien qui l'interdit. Donc il est sur sa moto et il fait la tournée et il veille sur le confort de tout le monde. Et certainement, l'Arabie Saoudite, la sécurité des pèlerins fait partie des sujets qui sont très importants dans les yeux des autorités saoudiennes. Je ne sais pas qui en est responsable exactement, et donc s'il y a des organismes, donc je ne suis pas d'habilité de répondre, mais c'est visible dès le jour d'arrivée jusqu'au retour que la sécurité fait partie des sujets les plus importants en Arabie. Merci bien. Apparemment, il mérite d'organiser une conférence sur la sécurité du pèlerinage. Bien.